Alors, bienvenue dans notre cours de géotechnique. Nous allons aujourd'hui aborder la partie de la zone phréatique et la partie de la zone capillaire. Zemin mécanique B desmize hoşgeldiniz arkadaşlar. Bugün kapiller ne olduğun, bir de yaz alanı ne olduğun anlatmaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar bir özet yazacağım. Birkaç formül vereceğim size. Oradan sonra soru çözmeye başlayalım. Je vais donc vous donner quelques résumés de formules et après on va commencer à traiter les exercices. Alors, c'est quoi que nous appelons par la zone capillaire? La zone capillaire, c'est quoi? Burada, ici, je vais supposer, alors ici, je donne un exemple. Nous avons ici une surface que nous appelons ici par la surface d'eau. Donc, cette surface ici, la surface d'eau. En bas, nous avons de l'eau. Donc, ce qui est en bleu, c'est ici, c'est l'eau. Alors, la surface de l'eau, cette surface-là, c'est ça qu'on appelle par le niveau de nappe, c'est-à-dire la surface d'eau ou encore le niveau de nappe. Alors, on suppose que c'est un trou ici. On a fait un trou comme dans un puits. Alors, la surface qui est... L'eau s'arrête ici, c'est vrai. Mais la surface qui est en haut ici, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va se filtrer dans les pores du sol. C'est-à-dire, l'eau va se filtrer dans le sol. La partie qui suit juste là, cette partie, elle n'est pas totalement mouillée, mais cette partie, la partie que vous voyez ici, elle est humide. Tout ce que vous voyez là, c'est la partie humide. En fait, cette humidité est expliquée par quel phénomène? C'est le fait qu'en bas, nous avons de l'eau. Et l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'infiltrer dans les pores du sol et elle va augmenter. Donc, la partie qui est humide, cette partie, c'est ça que nous appelons ici, tout ceci, c'est ça qu'on appelle par la zone capillaire. D'accord? Et la partie qui est en bas, c'est ça qu'on va appeler dans ce cours par la zone phréatique. Alors, c'est très simple. On peut donner un exemple. Lorsqu'on fait un puits ou bien on prend un chiffon, on plonge le chiffon dans l'eau. Une partie du chiffon, donc je vais revenir alors à mon exemple. Alors, je prends ici un exemple. On va prendre un chiffon. Voici notre chiffon qui est juste là. OK. Et ici, nous avons la surface d'eau. OK. Ici, nous avons la surface d'eau. Donc, de là jusqu'en bas ici, nous avons l'eau. Tout ceci, c'est mouillé. Ici, nous avons de l'eau, n'est-ce pas? Alors, puisque c'est un chiffon qu'on a mis dans l'eau, maintenant, cette partie, donc là, c'est la surface d'eau, n'est-ce pas? C'est la surface d'eau ou encore la nappe capillaire. La nappe, plutôt la nappe d'eau ou la nappe phréatique. Alors, la partie qui est ici, cette partie n'est pas mouillée. Mais qu'est-ce qui va se passer? Puisque c'est un chiffon qu'on a plongé dans l'eau, eh bien, généralement, l'eau qui est à l'intérieur, le chiffon ici, il ne sera pas mouillé, mais il sera humide. Pourquoi? Parce que l'eau va s'infiltrer dans les pores du chiffon. Donc ici, on aura ici de l'humidité. Ce chiffon sera humide. Il ne sera pas totalement mouillé en haut, mais il sera humide parce que l'eau va s'infiltrer. Et cette zone-là, c'est ça qu'on appelle par la zone capillaire. Et la zone en bas, là où il y a l'eau, c'est-à-dire à partir de la surface où il y a l'eau jusqu'en bas, c'est ça qu'on appelle par la zone phréatique. OK, on va appeler cette zone ici par la zone phréatique tout simplement. D'accord. Ce sont des concepts de base qu'il faut bien comprendre pour être à l'aise dans la suite des exercices. C'est ça la zone phréatique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque je suis dans la zone capillaire, la pression d'eau, donc la pression des vides d'eau, dans la zone capillaire est inférieure à 0. Et la pression, lorsque je suis dans la zone phréatique, c'est-à-dire de la surface d'eau jusqu'en bas, la pression des vides d'eau est supérieure à 0. Maintenant, si je suis sur la surface, il n'y a pas de pression. Donc, sur la surface d'eau, la pression est simplement égale à 0. Sur la surface ici, la pression n'existe pas, elle est égale à 0. Maintenant, cette hauteur que l'eau va atteindre, cette hauteur-là, ici, cette hauteur, donc c'est ça que je vais appeler ici par la hauteur capillaire. Donc, cette hauteur, c'est HC, qui est la hauteur capillaire. La hauteur ici, cette hauteur, on peut appeler cette hauteur par la hauteur phréatique. Par la hauteur phréatique. OK. Donc, disons ici, j'ai HP, c'est la hauteur phréatique. Donc, en résumé, hauteur capillaire, nous allons écrire burada arkadaşlar capillaire yüksekliği demek. La hauteur capillaire, yani, comment on va déterminer la hauteur capillaire? Eh bien, simplement, on va dire que la hauteur capillaire, donc HC eşit 4 çarpı TC cosinus alpha bölü D çarpı gamma su demek. Donc, voici comment on va déterminer la hauteur capillaire dans notre cours. Alors, TS, c'est quoi? Alors, TS, pour l'eau, TS est égal à 75, OK, fois 10 exposant moins 6, alors kilonewton sur mètre. Alors, ici, TS, c'est la tension superficielle, OK. TS ne demek, yüzeye gerilme. Su için, buradaki arkadaşlar, su için TS eşit bu miktar. TS ne demek arkadaşlar? Yüzeye gerilme.
TS yüzey gerilme demek yani. Yüzey gerilme demek. Evet. Donc yüzey gerilme, ça veut dire quoi? La tension superficielle. Ok. Maintenant, nous avons ici la relation pression capillaire. La relation pression capillaire, alors c'est ce que nous allons appeler ici par U. Alors la relation pression capillaire U est égale, je vais dire plus ou moins, n'est-ce pas? Alors je vais dire gamma O fois H. Ok, gamma O fois H. Donc je dis plus ou moins gamma O fois H parce que ça va changer. Şunu demek arkadaşlar, şunu şöyle demek. Suyun boşluk basıncı. Yani suyun boşluk basıncı. Evet. Boşluk basıncı demek. Tamam. Yani gamma ne demek? Buradaki gamma bu gamma su arkadaşlar. Birim hacim ayrılığı. Gamma ne demek? 9.81 kilonewton bölü metreküp. H ne demek arkadaşlar? H ne demek? Yüksekliği demek. Yani yüksekliği. Yüksekliği. Tamam. Donc ici U c'est la relation, donc la pression capillaire ou encore la pression des vides d'eau. C'est ce que nous avons défini ici. La pression capillaire, quand je suis dans la zone capillaire, la pression est inférieure à 0. Quand je suis dans la zone phréatique ou encore IAS, la pression est supérieure à 0. Capillaire, alanı olduğum vakit bizim suyun boşluk basıncı pozitif yani negatif olacak. Şimdi yaz alanı olduğum vakit arkadaşlar o nasıl olacak? Pozitif olacak. Burada yaz yazalım. Evet, burada yaz. Burada kapiler zaten. Burada kapiler. Evet. Burada kapiler alan. Evet. Kapiler alan olduğum vakit arkadaşlar U sıfırdan küçük olacak. Burada sıfırdan büyük olacak. Evet. Şimdi Darcy ifade nasıl yazalım? Maintenant on va écrire la loi de Darcy. La loi de Darcy, donc je suis en train de résumer le cours. La loi de Darcy, ok. La loi de Darcy, c'est cette loi justement qui lui permet de déterminer la vitesse du drainage. Drainage izini nasıl bulalım? Drainage izini arkadaşlar ne eşitmiş? V eşit yani VD diyelim. VD eşit K çarpı I. Bu bizim drainage izini bu şekilde buluyoruz. Yani Darcy'ye göre. K ne demek arkadaşlar? K ne demek? Geçirimlilik katsayısı. Geçirimlilik katsayısı. Tamam, katsayısı. Bir de I ne demek? I ne demek? Hidrolik eğimi. I demek ki hidrolik evet eğimi. Alors, c'est quoi K? Alors, K, c'est la constante de perméabilité. Et I, c'est quoi? I, c'est la pente hydraulique. Donc, ici, c'est pour déterminer la vitesse du drainage. La vitesse du drainage est égale à K fois I. K qui signifie la constante de perméabilité, ou encore I qui signifie la pente hydraulique. Alors, on va voir comment déterminer la constante de perméabilité. Alors, pour trouver la constante de perméabilité, nous avons 4 cas. Geçirimli katsayısı için dört tane şartlar yani şart olacak. Birinci şart yani A yazalım. Eğer bizim K'miz sabit ise yani K'miz sabit ise tamam K'miz sabit ise ou je vais dire ici constant, ok. Constant. Donc j'ai 4 cas. Si la constante de perméabilité est constante, donc K est défini simplement par la relation, alors K est égal à quoi? Est égal à Q qui est le débit divisé par A qui est l'air fois I et fois T qui est le temps, n'est-ce pas? Fois T qui est le temps. Donc voilà comment je détermine K. Ok. Ça c'est dans le cas où K est constant. Je vais prendre le deuxième cas. Si K est décroissant, ok. Si la constante de perméabilité est décroissant, yani K'miz düşen ise, K nasıl bulalım? K'miz düşen ise, evet K ne eşit olacak arkadaşlar? Q hayır, burada A küçük A yazmam lazım. Burada K'miz ne olacak peki? Burada K A çarpı L olacak. Bölü büyük A çarpı T değişikliği çarpı ln. Evet, burada H1 bölü H2. Bu ne zaman uygun? Eğer bizim K düşen ise K bu şekilde bulacağız. Alors ici, je détermine K comment? Là, c'est lorsque la constante de perméabilité est constante. De toutes les façons, ça sera précisé dans l'exercice. Si la constante de perméabilité est constante, K égale à ceci. Si la constante de perméabilité est décroissante ou encore Duchenne, alors je fais ici A fois L divisé par grand A fois. Alors ici, en image, je vais donner un exemple. Alors je peux avoir un système comme ceci, n'est-ce pas? J'ai un système comme ceci. Donc je suppose que j'ai un système comme ça.
Ok, un exemple. Ici, alors, L, c'est quoi? Alors, c'est quoi A? A, c'est l'air, je prends par exemple ici un tuyau. Alors, ici, le petit A, c'est l'air de ce tuyau, n'est-ce pas? Anne demek arkadaşlar, bu tübün alanı demek. Yani bu tübün alanı A diyoruz. Yani şimdi büyük A ne demek? Bu dikdörtgen yani. Bu dikdörtgen arkadaşlar alanı büyük A diyoruz. Evet. Şimdi L ne demek? L buradaki yükseklik. L, buradaki yükseklik. Alors, c'est quoi L? L, c'est cette longueur-là. Alors, ça sera bien expliqué dans les exercices. Alors, L, c'est cette longueur-là qu'on va appeler par L. Alors, I, c'est quoi? I, c'est simplement la variation de la hauteur. Il nous sera donné dans les exercices, il n'y a pas de problème. Donc là, ce qu'il faut savoir, A, c'est l'air du tuyau. Et ici, c'est l'air de la base, notre système. Et là, nous avons la variation de temps. Alors, nous avons le quatrième cas. Nous avons ici C, à quel moment? Lorsque on parle de, par exemple, K est vertical. Donc, si on dit que notre constante de perméabilité est verticale, d'accord, est verticale, kaimiz dikey olduğun vakit. Kaimiz dikey olduğun vakit arkadaşlar. Şimdi K nasıl bulalım? K eşit, evet, büyük H bölü toplam, yani burada H i olacak çarpı K i olacak. O ne zaman? Bu eğer bizim K arkadaşlar dikey dikey ise K bu şekilde hesaplıyoruz. Maintenant, si on nous dit que la constante de perméabilité est horizontale, donc ici on dit KV, n'est-ce pas, vertical. Alors, burada D diyelim. Bizim K yatay ise, yani horizontal. Ici, si K est horizontal, donc une constante. Burada yatay ise, yani geçelimli K sesi yatay ise arkadaşlar. Demek ki burada hemen direkt K ne olacak peki? K eşittir toplam H i çarpı K'yi hepsini bölü H. Bu şekilde bulabiliriz. Yani bu yatay durumda. Şimdi I bakalım. I nasıl buluyoruz? Yani hidrolik eğimi. Hidrolik eğimi. Şimdi hidrolik eğimi nasıl buluyoruz? Hidrolik eğimi yani I olsun. I eşit H bölü L. Bu kadar. H bölü L ne verir? Hidrolik eğimi verir. Evet. Donc la pente hydraulique, on la calcule de cette manière. On fait la variation de la hauteur divisée par L. Et nous avons, qu'est-ce que j'ai pas donné? On va prendre la relation de quoi? Donc la relation de du débit, donc le débit, oui, donc débit, ok. Alors le débit ne change pas bien évidemment. Donc le débit Q est égal toujours à A fois V. Et ceci, donc là, c'est quelle vitesse? Attention, c'est la vitesse du drainage. Q eşit A çarpı V. Hangi iz? V iz demek. Yani A alan demek. Bu hangi iz olacak? Drainaj izini olacak. O zaman burada arkadaşlar A çarpı V'miz ne dedik arkadaşlar? V'miz şöyle dedik. Drainaj izi. Burada bakarsınız K çarpı I dedik değil mi? Drainaj izi o zaman burada K çarpı I demek. O zaman ne olur? Hemen A diyorum çarpı, yani burada biraz aşağıda, evet, A olacak çarpı K'imiz. K'imiz sabit ise, si notre K est sabit, donc on aura ici, bon yani fark etmez, yazalım sadece. K yazalım sadece. K, et si on aura fois quoi ici? Fois la variation de H sur L. Ce qui fait que le débit Q sera égal à quoi? Le débit Q sera égal à quoi? Sera égal à A fois K, ok, fois la variation de H, le tout divisé par L. Donc on peut déterminer le débit de cette manière-là, n'est-ce pas? Alors, à partir de là, on peut également tirer buradan da arkadaşlar K çıkartabiliriz. Yani burada K çıkartırsak, si on tire K ici, alors quelle sera la valeur de la constante de perméabilité? Alors on aura simplement Q fois L, le tout divisé par combien? Q fois L, le tout divisé par A, ok, fois la variation de H, n'est-ce pas? Variation de H ici, n'est-ce pas? QL divisé par A fois la variation de H. On peut également déterminer K de cette manière, mais là n'est pas l'objectif, d'accord? Burada K çıkartabiliriz arkadaşlar. Şimdi ne söyleyeyim şimdi? Evet. Şimdi il sızıntı bakalım. Il sızıntı nasıl olur peki? Il sızıntı, evet. Alors on va déterminer la vitesse de la fuite, ok? La vitesse de la fuite. Alors que je vais appeler ici par Fs. Is sızıntı, evet. Is sızıntı arkadaşlar. Donc la vitesse de fuite. Ici, c'est la vitesse de fuite d'eau. Ok. La vitesse de fuite d'eau. Alors, comment je détermine la vitesse de fuite d'eau? Simplement, la vitesse de fuite d'eau est égale à la vitesse du drainage divisé par N, qui est la porosité. Et en même temps, ceci est égal à quoi? Est égal, la vitesse égale à la distance sur le temps. Donc, burada bölü
la variation de temps. OK. Donc la vitesse ici sheet V drainage belu N. Il y a da les belu P da JP ça cache là. Chimdi Bernoulli d'inclin miazadla. Maintenant on va écrire l'équation de Bernoulli. S'il faut écrire l'équation de Bernoulli pour par exemple pour déterminer la hauteur d'un point dans quelconque point dans le système, alors qu'est-ce que je peux dire? Puisque l'équation de Bernoulli, l'objectif, on va trouver la hauteur aux amana, yéné ou la jack. Bil siècle simplement qui s'est une zakit, Bernoulli d'inclem, qu'on a bil sakrash là. Aux amana, djelem, H et shit, Z, art ou belu, gamma sous, art, V carré belu ikige. Evet. Böyle iki bu Bernoulli denklemi bu ne zaman uygun? Eğer bizim sistemimizdeki arkadaşlar bir nokta seçiyoruz. Bir de o nokta yüksekliğini bulmaya istiyoruz. Şöyle arkadaşlar yapabilirdik. Yani kısaca, alors en résumé, donc je vais écrire ici en résumé, qu'est-ce que vous devez savoir? Alors en résumé, qu'est-ce que vous devez savoir? Ce qu'il faut savoir en résumé, pour déterminer la hauteur capillaire, yüksekliği, donc HC est égal à 4 TC, ok, cosinus alpha divisé par D gamma O. Ça, c'est le poids de l'eau, n'est-ce pas? Ça, c'est la première formule. Deuxièmement, il faut savoir, pour déterminer la pression, ok, la pression, donc U, je dois simplement dire que U est égal à plus ou moins, ok, gamma O divisé fois H. Ici, c'est quoi? C'est la deuxième relation. Ensuite, il faut savoir que pour déterminer le débit, donc débit Q, donc le débit Q est égal à A fois V. Ça, c'est quoi? Ici, c'est la troisième relation. Il faut savoir aussi que pour déterminer I, alors I est égal à quoi? Est égal à la variation de H sur L. Là, c'est la quatrième relation. Il faut également savoir, donc j'ai donné les noms, donc là je fais le résumé des formules. I égale à la variation de A sur L. Il faut également savoir, pour déterminer la constante de perméabilité, dans le cas où la constante elle est constante, donc je fais simplement Q divisé par A IT, n'est-ce pas? Alors si je remplace I par cette relation, ça me donne Q fois L divisé par A fois la variation de H fois le temps. Ici, c'est quoi? Ici, c'est la cinquième relation. Il faut savoir que pour déterminer Q, plutôt pour déterminer la constante de perméabilité K, dans le cas où j'ai une Bouddha Sabit K, Bouddha Duchenne K, si j'ai une constante de perméabilité décroissante, donc qu'est-ce que je fais? Je dois dire ici j'ai l'air du tuyau divisé par l'air du système fois la variation ok de temps, et je fais fois ln de quoi? Ln de H divisé par ln de H2. Ici c'est quoi? Ici c'est la sixième relation. Il faut également savoir, pour déterminer K, dans le cas de, là c'est pour le K constant, là c'est pour K décroissant, pour K qui est vertical, donc je dois simplement dire ici, alors j'aurai ici H divisé par la somme de HI sur petit KI, et ici c'est la septième relation. Si dans l'exercice on me dit que K est horizontal, donc là c'est vertical, il y a DK, deuxième K yata ici, donc horizontal, K horizontal, comme on calcule, je fais la somme de HI fois KI divisé par quoi? Divisé par grand H. Ici, nous avons ici la huitième relation. Il faut aussi savoir comment déterminer la vitesse du drainage. Donc, la vitesse du drainage, donc, qui est V, d'après la loi de Darcy, la vitesse du drainage est égale à K fois I, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est quoi ici? C'est la neuvième relation. Si Bouddha Kakashla, drainage is in, Kachalpe I. S'il faut déterminer la vitesse de fuite d'eau, et ici, donc, VS est égal à quoi? Alors, VS est simplement égal à la vitesse du drainage divisé par la porosité. Et en même temps, ceci est aussi égal à quoi? Est aussi égal à la longueur divisée par la variation de temps. Alors là, ça vous fait une dixième formule. Ce sont des formules qu'il faut maîtriser par cœur, c'est pas beaucoup de formules. Alors, maintenant, il faut revenir. Donc, voilà ce qu'il faut savoir. Maintenant, je vais ajouter ici. Je vais ajouter quelques formules qui seront également importantes dans la suite dans la résolution des exercices. S'il faut déterminer N, qui est la porosité. Alors N, la porosité est égale à quoi? Est égale au volume des particules vides divisé par le volume total. Donc là, ça vous fait ici une onzième relation. Il faut aussi connaître le volume des particules du rapport de vide. Il faut connaître le volume des rapports de vide. Et N acide porosité. Et N acide bolioros. Donc c'est le volume des vides divisé par le volume des solides. Là, ça vous fait ici une douzième relation. Il faut également savoir, parce que dans les exercices, on va également nous donner aussi, parfois on donne la teneur en eau. Donc, si on nous donne ici la teneur en eau, ok, sous Icheri, donc c'est quoi? C'est égal à la masse d'eau divisé par la masse des particules solides. Donc là, ça vous fait ici une treizième relation. Il faut aussi connaître la formule du degré de saturation de sous Doigunu. Sous Doigunu, donc il faut savoir que c'est le volume
Donc, c'est le volume d'eau divisé par le volume des particules vides. Alors ici, vous avez une quatrième. Toutes ces relations sont très importantes. Une 14e relation. Il faut savoir que le volume total égale à quoi? Le volume total, alors, je recule un peu, ok. Donc, il faut savoir que le volume total est égal à quoi? Est égal au volume des particules vides. Alors, plus quoi? Plus le volume des particules solides. Là, ça vous fait ici une 15e relation. Il faut connaître la formule de la masse totale. Alors, la masse totale est égale, normalement, la masse totale est égale à la masse d'eau plus la masse d'air plus la masse des particules solides. Or, la masse d'air est sensiblement égale à 0. Donc, ce qui fait que la masse totale serait égale à la masse d'eau, ok? Donc, à la masse d'eau plus la masse des solides. Et là, ça vous fait la 16e relation. Ça également, vous devez connaître toutes ces relations. Ensuite, on aura besoin de déterminer, qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, je rappelle les relations qu'on va utiliser vraisemblablement. Alors, on aura besoin également de déterminer, qu'est-ce que j'ai oublié de donner? Ok. Bon, on aura également besoin, si on nous donne par exemple, on nous donne GS. Alors, GS c'est quoi? GS, c'est donc la densité spécifique. Si on donne la densité spécifique, il faut savoir que la densité spécifique est égale à la densité des particules solides divisée par la densité d'eau. Donc là, ça vous fait ici la 17e relation. Il faut savoir que la densité aussi des particules solides est égale à la masse des solides divisée par le volume des solides. Et ici, vous avez une 18e relation. Alors, et toutefois, on va aussi utiliser la densité d'eau. Donc, il faut savoir que la densité d'eau est égale à 1 est égale à la masse d'eau divisé par le volume d'eau. Donc, ce qui fait que la masse d'eau est égale au volume d'eau. Et là, ça fait ici la 19e relation. Ensuite, la 19e relation. Ensuite, il faut également rappeler que lorsque nous avons les particules, c'est-à-dire on nous donne la densité des particules sèches, si on donne courouillon l'eau. Alors, la densité des particules sèches que moi je vais appeler ici par courouillon l'eau, alors ceci est égal à quoi? Ceci est égal alors à GS fois quoi? Fois la densité de l'eau divisé par 1 plus E. Alors ça également, il faut savoir ceci, n'est-ce pas? Ça également, il faut savoir, très important. Donc, je n'encadre pas. Donc là, ça va nous faire ici la 20e relation. Alors, ici, c'est quoi? C'est la densité des particules sèches. Là, c'est courouillon. Alors, si on nous demande la densité des particules saturées, donc ici, c'est saturé. La densité des particules saturées, bien sûr, est égale à quoi? Est égale, alors j'ai GS plus E, n'est-ce pas? Et divisé par 1 plus E. Et je fais ici fois la densité de l'eau. Ici, ça me fait ici la 20e relation. Alors, ça, très important ici. Très important, les relations que j'encadre là, ce sont les relations les plus importantes. C'est incontournable, on en aura besoin. Alors, quoi d'autre que je n'ai pas donné? Je pense que c'est tout comme relation que nous aurons besoin dans ce chapitre-là pour résoudre les exercices. Donc, on a besoin des formules, des lois, des propriétés physiques des matériaux, donc de sol, et on aura également besoin des formules que nous avions ajoutées tout récemment au début de notre cours. Maintenant, on va parler de la tension, donc la tension interstitielle, ok. Donc la tension interstitielle, bon, le métier n'est pas rigueur, ok. Pour Dakashlar, effectif gerilme, effectif gerilme, pardon, effectif gerilme. Non, c'est ça plie là. Alors, la règle, la formule sigma est égale à sigma prime plus U. Donc, ce qui implique, ici sigma, il serait égal à quoi? Il serait égal, ici sigma prime, il serait égal à quoi? Il serait égal à sigma moins U, n'est-ce pas? Moins U, ça c'est la tension. Et là, ça, c'est ce qu'on appelle par la tension interstitielle. Donc, effectif gelme ou chekite bouleuse. Sigma ne demek yani, sigma ne demek toplam sigma demek burada. Şimdi sigma nasıl buluyoruz arkadaşlar? Şimdi sigma gerilme, toplam gerilme. Yani toplam gerilme. Donc, on va déterminer la tension totale. Donc, toplam gerilme, evet. Alors ici, ça veut dire quoi? Ici, c'est la tension, ok? La tension totale. Alors, comment déterminer la tension totale? La tension totale, c'est très simple. Donc, la tension est simplement égale à gamma fois quoi? Fois H. Ça, c'est la tension totale. Alors, est-ce que c'est différent? Parce que nous avons dit aussi que U est égal à quoi? Est égal à plus ou moins gamma O fois H. Non, c'est pas la même chose. Ici, nous avons le poids volumique
le poids de l'objet voilà, du système où on se trouve. Par contre, ici, on prend toujours le poids de l'eau. Ça ne change pas. C'est toujours 9,81 kN sur mètre au cube. Donc ça ne change pas. Donc voilà la différence. Maintenant, alors je vais donner quelques exemples. Donc exemple. Alors exemple. Bien, voilà, on nous donne un exemple. Dans cet exemple, nous avons 4 surfaces. On a 4 zones. On a 1, donc 1, 2, 3, 4 zones. Evet. Şimdi arkadaşlar soru ne diyor? Diyor ki burada bir alan bize verilmiş. Burada bir de bu D kadar. Sonra K noktasındaki göre arkadaşlar ne yapacağız? Hemen sigma yani buradan buraya kadar gerilmesini hesaplayacağız. Burada da arkadaşlar gerilmesini hesaplayacağız. Burada gerilmesini hesaplayacağız. Burada arkadaşlar gerilme hesaplayalım. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dois déterminer, donc, on me demande de déterminer la tension dans cet intervalle, ici et ici. Voici ce que veut dire la première question. Ensuite, on me demande de trouver la tension totale. Ensuite, de trouver la tension interstitielle. Yani effectif gerilme, burada toplam gerilme, toplam düşey gerilme, burada effectif gerilme, bir de suyun boşluk basıncı bulacağız. Burada toplam suyun boşluk basıncı K noktasındaki bulmaya olacağız. Alors, qu'est-ce que je fais pour déterminer cela? Alors, je fais très simple. Il faut repérer d'abord c'est quoi la zone phréatique ici. Ici, cette surface-là, ça veut dire que ici, il y a l'eau, n'est-ce pas? Buradaki arkadaşlar, bu ne demek? Bu su yüzeyi demek. O zaman, su yüzeyinden aşağı kadar ne demek? Bizim yaz bölgemiz demek. Yani demek ki burada yaz bölgemiz var. Burada yaz, burada da arkadaşlar yaz bölgemiz. Burada arkadaşlar yaz bölgemiz var. Niye? Çünkü şimdi su altındayız yani yaz. Burada arkadaşlar su dışarıdaki ne diyoruz arkadaşlar? Capillaire yani diyoruz. Donc ici nous sommes dans la zone capillaire. Donc capillaire yani Fransızca olarak burada yaz ya. Tamam, Türkçe olarak, evet. Ici en turc, j'écris capillaire comme ça. Ok. Ici, nous sommes dans la zone capillaire. Pourquoi la zone capillaire? Eh bien, tout simplement parce que la surface d'eau est ici. Et donc, en haut ici, nous sommes dans la zone capillaire. Et en bas, à partir de la surface d'eau jusqu'en bas, nous sommes dans la zone phréatique. En turc, on dit yas. Yas. Maintenant, je vais faire une interprétation. Dans la zone capillaire, qu'est-ce qui se passe? Kapiller bölge arkadaşlar neyimiz olacak? Kapiller bölge biliyoruz. Burada arkadaşlar U sıfırdan küçük olması lazım. Dans la zone capillaire, on sait que U sera comment? Donc je fais ceci. Donc ici, je sais que U sera inférieur à 0 dans la zone capillaire, n'est-ce pas? Ici, c'est dans cette zone capillaire où sıfırdan küçük olacak. Niye? Çünkü kapiller bölge olduğu için arkadaşlar. Evet. Şimdi burada bakıyoruz. Burada arkadaşlar bizim yaz bölgemiz. Ici, c'est la zone phréatique. On a dit que dans la zone phréatique, quel est le comportement de U, de la pression des vides d'eau? Alors, on avait dit que U est comment? Est supérieur à 0. Burada u arkadaşlar sıfırdan büyük olması lazım. Öyle dedik. Şimdi su yüzeyde arkadaşlar burada. Yani su yüzeyde u nasıl gibi su yüzeyde ici sur la surface d'eau. Qu'est-ce que nous avons dit sur la surface d'eau? Alors on avait dit que U est égal à 0. C'est ce que nous avons dit. Alors si l'on remonte ici, on va bien voir que on a dit que dans la zone capillaire, c'est-à-dire ça c'est la surface de l'eau. Maintenant en haut, c'est la zone capillaire. U est inférieur à 0. À partir de la surface de l'eau jusqu'en bas, U est supérieur à 0. Sur la surface de l'eau, U égale à 0. Il n'y a pas de pression des vides d'eau sur l'autre là. Donc voilà ce que nous avions dit. Maintenant, nous on va devoir calculer les tensions. Alors je rappelle les tensions. Hemen arkadaşlar formül bir hatırlayalım. Gerilme neydi arkadaşlar? Gerilme şöyle yapıyorum. Burada yapayım şöyle. Daha kolay olur. Donc je vais séparer un peu les systèmes. Şöyle yaparsam arkadaşlar daha kolay olur. Evet. Burada arkadaşlar ne hesaplayacağım? Gerilmeyi hesaplayacağım. Yani gerilme nasıl gibi ne olacak peki? Gerilme, donc on avait dit que la tension, alors la tension est égale à quoi? On avait dit que c'est gamma fois H. Alors ici, gamma est égal à quoi? Gamma est égal à 1,6. Donc je mets ici 1,6 fois H. H égale à combien? H égale à 2. Donc, quand je fais 1,6 fois 2, ça fait 3,2. Donc là, ça nous fait ici 3,2. Alors nous avons ici kilonewton sur mètre. Ok, kilonewton sur mètre. Maintenant, à partir de là également, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aussi dans cette zone calculer quoi? Eh bien, je dois aussi calculer, aussi U.
U, n'est-ce pas? Alors ici, si l'on calcule U ici, U ne olacak peki, U zaten ici, U sera simplement égal à 0. Pourquoi ici U serait égal à 0? Mais parce que nous avions dit que nous, on est en train de faire l'étude à partir de la surface de l'eau. À partir de la surface de l'eau jusqu'en bas. Alors que cette zone-là est où? Cette zone est à l'extérieur, n'est-ce pas? Cette zone est à l'extérieur. Donc, ici, la valeur de U, je sais que U est égal à 0 lorsque nous sommes ici sur cette surface de l'eau. Mais dans notre cas ici, U égale à 0. Pourquoi? Mais parce que nous, on suppose que tout notre système est plongé dans l'eau. Donc, on suppose que ici, là, c'est notre matériau qui a été plongé dans l'eau. Donc, de là jusque là, c'est ça le matériau. Si tout le matériau est dans l'eau, bah, ça veut dire qu'on n'a pas à calculer U tout simplement. Parce que ça, c'est le dehors. Ça ne nous concerne pas. Donc, je recule. OK. Maintenant, ça pouvait être différent. Si notre point K, par exemple, est bizim K noktamız arkadaşlar, burada ise mesela K noktamız burada. Mesela K noktamız, si notre point K était ici, si notre point K, OK, était ici, dans ce cas, alors cette pression ne serait pas égale à 0. Cette pression va exister, donc ça serait égal à quoi? U serait égal à quoi? Il serait égal, puisque l'eau est ici, ce point est hors de l'eau, parce que le point là, c'est ça notre référence. Ce point là est hors de l'eau, il se retrouve ici. Arkadaşlar bu noktamız su dışarıdaki bulmaktadır. Demek ki burada zaten eksi olacak. O zaman U burada arkadaşlar ne olacakmış? U yani gamma O çarpı yükseklik. Buradaki yükseklik kaç metre? 2 metre. Evet. O zaman burada eksi yazmam lazım. O zaman eksi 9.81 çarpı K çarpı 2. Bunun kalbine çıkar. Eksi 19.62 çıkar. Kilonewton bölü metre çıkar. Niye? Çünkü K noktamız tam aşağı dışarıdaki. Biz hesaplama arkadaşlar neye göre yapıyoruz? K noktamız göre yapıyoruz. Biz bu noktaya göre yapıyoruz. Demek ki bu nokta olduğu için arkadaşlar ben hemen bunun yani şu parça yani bu bölge ilgilenmiyorum yani ou hesaplamak için. Puisque moi je fais les calculs en fonction du point K. Là où se situe le point K se situe ici. Donc de la surface de l'eau, je descends vers le point A. Donc du coup, cette partie ne m'intéresse pas quand je fais le calcul de la pression. Tout simplement, aussi simple que ça, n'est-ce pas? Maintenant, alors, donc du coup ici, voilà ce que ça me donne. Donc je vais mettre ça un tout petit peu en bas. Evet, şimdi arkadaşlar devam edelim. On va passer maintenant dans l'intervalle de là. Dans cet intervalle, o zaman burada da sigma arkadaşlar, sigmamız burada sigma A diyelim. Burada sigma B ne olacak peki? Sigma B gamma ne kadar? 2.5 çarpı yükseklik çarpı 1. Yani çarpı 1. O zaman ne yapar? 2.5 yapar. Evet, 2.5 kilonewton bölü metre. Bu bizim gerilme, bu B bölgesindeki gerilme 2.5 kilonewton metre çıkmış. Şimdi ne hesaplayalım? U hesaplayalım. Yani maintenant on va déterminer U. Donc pour déterminer U, U eşit arkadaşlar gamma su çarpı yükseklik. Buradaki yükseklik ne kadar? 1 metre. Donc ici la hauteur égale à 1 mètre. Ici ça va exister. Pourquoi? Parce que je suis bien dans ici l'eau. Je quitte de la surface pour partir vers le point K. Alors ça va faire ici combien? 9,81. Ici U est positif. Donc je ne mets pas moins ici. Yok. Eksi olmayacak. Niye? Çünkü buradaki yaz bölge arkadaşlar. Yaz bölge U sıfırdan büyük olması lazım. O zaman sadece şöyle olacak. Burada şunun çıkmış. Yani iyice yazacak olursak arkadaşlar şöyle U'muz ne eşit? 9.81 kilonewton bölü metre küp çıkmış. Evet. Burada eksi olmayacak. Üzücülerim. Kilonewton yani 81. Buradaki kilonewton olduğu için demek ki burada kilopascal olacak, özür dilerim. Burada basınç ya, o zaman basınç kilopascal olacak. Burada kilopascal. Là c'est en kilopascal parce qu'il s'agit de la pression. La pression, ça c'est en kilopascal. Ok. Donc je peux écrire ça ici. Sadece burada da yazabilirdim. Buradaki olsun arkadaşlar. Evet. Evet, şimdi pardon, bu da kilopascal olacak. Kilonewton değil, gelme ya. Bu da kilopascal olacak. Bu da kilopascal. Donc excusez, les unités là c'est kilopascal. Evet. Kilopascal. Maintenant, je passe dans cet intervalle. Dans cet intervalle également, je calcule quoi? Je calcule sigma. Alors je fais sigma juste l'intervalle de C, gelme C, ne eşit olacak? Gamma 1.3 çarpı yükseklik. Yüksekliği ne kadar? 3 metre. Şimdi 1.3 çarpı 3 eşit 3.9. Bunda 3.9 kilopascal çıkmış. Hemen U'da hesaplayalım.
U hesaplayalım arkadaşlar. U ne çıkar? Evet, U yükseklik kaç? 3 metre. O zaman 3 çarpı su ayrılığı 9.81. Yani 3 çarpı 9.81 eşit 29.43 eşit 29.43. Bu da kilopascal olacak. Evet. Şimdi burada gelelim arkadaşlar. Burada biraz farklı. Şimdi burada neyimiz var? Burada GS yani özgür ayrılığımız var. Ici, nous avons la densité spécifique et nous avons le boşluk oranı, donc le rapport de vide. Nous, on a besoin de déterminer quoi? On a besoin de gamma D. Biz gamma D'miz, içimiz var. O zaman nasıl yapalım? Şöyle yapabilirdik. Evet, düşünüyoruz. Evet, şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Biz daha önce ne yazdık? Rho D ne dedik? Rho D eşitmiş G artı burada dakika, evet. GS artı boşluk oranı hepsini bölü 1 artı boşluk oranı çarpı rho su. Tamam. Şimdi buradaki arkadaşlar burada rho su değil mi? Biz gamma D istiyoruz. Demek ki yani gamma D ne demek? Gamma D ne demek yani? Rho D çarpı J demek. O zaman burada çarpı J diyelim. Burada gamma D yani burada gamma D şu yani gamma D çarpı J diyelim. Buradaki de arkadaşlar eşit. Buradaki S diyelim artı boşluk oranı hepsini bölü 1 bölü boşluk oranı çarpı gamma su bunu tekrar çarpı. Burada G diyemem lazım. Evet G. G'miz ne eşit? 9.81. Zaten bu ne yapmış? Onun gamma D yapmış değil mi? O zaman hemen burada gamma D'miz ne olacak peki? Burada GS olacak. GS eşit GS eşit şöyle gamma arkadaşlar burada gamma kilonewton bölü metreküp olduğu için evet burada da şey olur bu da evet bu da 1 olacak değil mi? 1 olması lazım. O zaman burada GS 2.5 diyelim 2.5 artı boşluk oranı kaç? 2.3 hepsini bölü 1 artı boşluk oranı 2.3 çarpı gamma su ne kadar? 1 zaten yapar. Gamma su 1 çarpı tekrar G 9.81. Tamam. Şimdi bunun bir hesaplayalım. O zaman burada gamma D ne çıkmış? Gamma D 14 diyorum. Başka bir şey yazıyorum. 14 donc 14,3. Ici c'est kilonewton sur mètre cube pour gamma D. Ok. Şimdi gamma D'yi bulduk. Gamma D eşit 14,13 kilonewton sur mètre cube. Voici le poids volumique de cet espace. Donc, gamma D hemen burada yazalım. Gamma D eşit 14,3 kilonewton bölü mètre cube. Şimdi, qu'est-ce qu'on va calculer ici? On va calculer donc la densité, plutôt la tension. Donc la tension sur égale. Nous avons dit que yüksekliği 2 metre la hauteur fois gamma de l'espace fois 14,3 fois 14,3. Donc je mets fois 2 égale 28,5. Donc ceci nous donne 28,5 bien sûr en kilopascal. Ensuite on va calculer U. Alors U serait égal à quoi? La hauteur c'est combien? C'est 2 fois le poids de l'eau, donc 9,81 en kilonewton mètre cube. Donc là ça va faire 19. Donc 19,62 kilopascal çıkmış olmuş. Evet. Şimdi biz ne bulduk? Şimdi biz epsilon sigma bulduk, bir de O bulduk. Başka ne yapacağız? Alors on a déterminé les tensions ainsi que les pressions. On a trouvé les pressions. Maintenant, puisqu'on nous demande également de déterminer la pression, de trouver la pression, plutôt la tension interstitielle, effektif gerilme bizden de istemiş. O zaman ne yapalım? Efektif gerilme ne eşitmiş? Hemen bir hatırlayalım burada. Alors efektif gerilme eşit sigma eksi U demektedir. Yani bu bizim efektif gerilme. Evet. O zaman burada arkadaşlar efektif gerilme hesaplayacak olursak peki ne olacak? Ama dikkat et arkadaşlar. Burada
buradaki gelmesi bulmamız için buradaki mesela buradaki gelmesi bulmamız için evet burada doğru yaptık. Şimdi buradaki gelme bulmak istiyorsak ne yapalım? Yani son bulduğumuz gelme. Yani buradaki mesela 3.2 ya. O zaman şu gelme kaç çıktı? 2.5. 2.5 şöyle yapayım. Burada sigma b ne olacak? Son bulduğumuz gelme kaç? Gelme kaç bulduk burada? 3.2. O zaman şu gelme ne olacak peki? 3.2. 3.2 artı 2.5. Evet, artı 2.5. Bu şekilde buluyoruz. 3.2 artı 2.5. Bu ne eşit? 5.7. O zaman şu gelme arkadaşlar ne eşit? 5.7 bir kilopascal eşitmiş. Aynı şekilde bu gelme bulmamız için donc pour déterminer également la tension dans cet intervalle, qu'est-ce que je fais? Je dois faire la tension que nous avons trouvée ici, c'est-à-dire cette tension de 5,7 plus la valeur de la tension qui est spécifiquement dans cet intervalle qui est de 3,9. Alors ceci, je fais plus 3,9, va nous faire 9,6. Donc là, ça fait ici 9,6 kilopascal comme tension. Là également, pour trouver la tension, là nous avons la tension D. Pour trouver aussi la tension D ici, c'est tension sur égale. Donc je vais faire 9,6 plus la valeur de la tension dans cet intervalle qui est de combien? Qui est de 28, donc 28, combien? 28,5. Donc je fais plus 28,5. Ça fait combien? 38,1. Donc ici nous avons une tension. Ici nous avons une tension de 38,1 kilopascal. Ok. 38,1 kilopascal. Aynı şekilde geçiyoruz. Şimdi ne bulacağız? Efektif gerilme bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Efektif gerilme bu da şöyle yapalım. Bu da aynı şekilde. Bu da U ne bulduk? U ne bulduk peki? Tamam neyse. O fark etmez. Şimdi efektif gerilme bulmaya çalışalım. Effectif gerilme, on va trouver la tension interstitielle. Effectif gerilme ne eşitmiş? Sigma eksi U. Burada sigmamız ne bulduk? Sigma ne 3.2. O zaman efektif gerilme şöyle yapayım. Burada efektif gerilme eşit sigma kaç? Kaç çıktı? 3.2. 3.2 eksi U. U ne kadar? 0. O zaman 0 diyorum. Buradaki 3.2 sadece çıkar. Kilopascal. Efektif gerilme aynı şekilde. Evet, şimdi buradaki efektif gerilme, sigma türevi efektif gerilme, donc la tension interstitielle, donc c'est sigma, la valeur de sigma est 5, donc je fais 5,7, alors moins la valeur de U on a 9,81, alors je fais 5,7 moins 9,81 égale, ça donne moins 4,11, ici j'ai moins 4,11 kilopascal, donc nous avons ici une pression. Nous avons plutôt une tension interstitielle comment? Négative. Evet, devam edelim. Şimdi bu araliktaki aletmiş olmuş. Sigmamız cücül bir bakalım. Evet, kontrol edelim. Alors, vérifions un peu les calculs. Donc ici, sigma prime égale à sigma, donc est égal à 5,7, ok, moins la valeur donc de U, on avait dit que c'est, voilà, ici nous avons 1, d'accord, 9,81, d'accord. Maintenant, je viens ici. La sigma S, sigma C, on a trouvé 9,6, d'accord. Et U, on a trouvé, j'ai fait cette hauteur, non, ici U, yani, arkadaşlar, bu yüksekliği U mise, hemen şöyle yapayım. U mise, U eşitmiş, gamma, U çarpı H. H değişiyor yani. Alors, la distance H, c'est la distance de la surface de l'eau, juste parce que c'est la pression. La pression commence à partir de la surface de l'eau. À partir de la surface de l'eau jusqu'au milieu où nous calculons la pression, bien sûr. Donc, si je calcule la pression, par exemple, sur la surface de l'eau jusqu'ici, alors cette hauteur est de combien? Est de 1 mètre. Donc, c'est pourquoi dans cet intervalle, on a eu raison de dire ici 1 mètre, n'est-ce pas? 1 mètre. Quand je viens dans cet intervalle, dans l'intervalle C, alors c'est la distance A, c'est la distance de la surface de l'eau jusqu'ici. Donc jusqu'ici, donc de là jusque là, ça va faire 4 mètres. Moi j'ai écrit 3, là c'est 4. J'ai écrit 3, n'est-ce pas? Donc ici c'est 4. Donc on aura 4, 2, burada 4 olacak. 4 o zaman bu da değişecek. Evet. Alors on va également calculer aussi la tension qui est le U ici, n'est-ce pas? Là, le U, il a été rectifié. OK. Alors, je vais juste refaire le calcul. Là, nous sommes dans quelle zone? Je suis dans cette zone-là. Alors, de là jusque là, la distance est de 4. Donc, je fais 4 fois 9,81. Ça fait 39,24. D'accord. Maintenant, je vais refaire également ce calcul-là aussi, n'est-ce pas?
Je vais refaire ce calcul. Et ici, nous sommes à partir de la surface d'eau. Jusqu'ici, on a une hauteur de combien? Là, on a 1 ici. Là, on a 3, ça fait déjà 4. Plus le 2, ça fait 6. Donc là, j'ai 6, alors fois 9,81. Alors, ceci va donner, je fais 6 fois 9,81. Ça fait 58,86. Donc ici, nous avons 58,86 kN. OK. Maintenant, à partir de là, je peux calculer même la tension effective. La tension effective dans cet intervalle, la tension effective sera égale à quoi? Alors, je sais que la tension totale qui est de 9,6, alors moins U qui est de 39, combien? 24. Donc, quand je fais 9,6 moins 39, combien? 39,24. OK. X limite de cause notre admishtet. Donc là, ça nous fait ici, alors moins 24,64 kPa. Là également, je fais aussi la même chose. Je calcule la tension effective. Donc, ça sera égal à la tension totale. Donc ici, ça me donne 38,1 plutôt, 38,1. Et je fais moins la valeur de U. U égale à 58,86. Quand je fais 38,1 moins 86, oui, ça donne moins 20, ça fait ici moins 20,76. Alors, nous avons des tensions négatives. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est tout à fait possible. Pourquoi? Tout simplement parce que les tensions qui nous ont été fournies, dans notre cas ici, sont plus petites que sont plutôt les poids qui nous ont été fournis de ces espaces-là sont plus petites que les poids des surfaces, plutôt le poids de l'eau. Quel négatif type de mec, il y a ni un négatif, ça le dit mais c'est la bourde. Et ici, nous avons 1,6 comme le poids volumique, alors que le poids volumique de l'eau égale à combien? Le poids volumique de l'eau égale à 9,81 kN sur mètre cube. Là également, on nous donne quoi? Donc, je vais faire ceci. Ceci est inférieur à quoi? Ceci est inférieur à quoi? À 9,81, ce qui représente le poids de l'eau. Si l'on vient également ici, le poids de cet espace-là, c'est quoi? C'est aussi inférieur à 9,81. Là également, c'est quoi? C'est inférieur à 9,81. Là également, ce qu'on a trouvé ici, bon, là c'est supérieur à quoi? Là c'est supérieur à 9,81. Mais en général, de là jusque là, ces poids-là sont très petits. Donc vous voyez que vous voyez que on ne peut avoir des valeurs négatives pour la tension. Alors il y a une façon d'interpréter cela. Alors ces valeurs négatives signifient quoi justement? Alors, de manière simple, on peut simplement dire que ces valeurs négatives sont expliquées par le fait que la poussée de l'eau est beaucoup plus forte que le poids du sol au-dessus, n'est-ce pas? Lorsque la poussée de l'eau est beaucoup plus forte, eh bien, on parle d'un cas de soulèvement, n'est-ce pas? Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire. Maintenant, nous avons déterminé ces constants. Donc, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Lorsque nous calculons, par exemple, lorsque nous calculons U, lorsqu'on calcule, on dit que U est égal à plus ou moins gamma H fois gamma de l'eau fois H. H, c'est la distance qui sépare la surface dont il est question. Avec quoi? Avec la surface de l'eau. De manière plus simple, la question était normalement de déterminer la tension à partir du point K, n'est-ce pas? Seulement, c'était à partir du point K. Alors ici, j'ai fait des calculs un peu détaillés dans chaque zone. Mais sinon, si on répondait directement à la question par rapport au point K, donc qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire la tension totale au point K sera égale à quoi? Alors ici, j'aurai 2 fois combien? 2 fois 16. Donc je fais 2 fois 16 plus, je viens prendre cette surface ici, j'aurai combien? J'aurai 1 fois 2,5. Donc je fais ici 1 fois, c'était quoi? Voilà, 1 fois 2,5, ok. 1 fois 2,5, je fais plus, je prends la troisième surface, et laquelle c'est celle-là. J'ai 3 fois combien? 1,3. Donc je fais 3 fois 1,3 plus la quatrième surface qui égale à combien? Qui égale à 2 fois, ici j'ai combien? 14,13. 2 fois 14,13. Donc également je vais écrire 2 fois 14, c'est ça. Donc 2 fois 14,13. Donc je vais dire ici 2 fois 14,13. Alors ceci est égal. Donc je fais 2 fois 1, là c'était pas 1,6. Voilà, 2 fois 1,6. 2 fois 1,6. Alors, le résultat, je fais encore plus 1 fois, etc. jusqu'ici. Le résultat me donne 38,1. Alors là, ici, c'est 14,3. C'est 14,3. Bon. Toplam gelme neşit 38 nokta 1 kilonewton.
38.1 kilonewton. Aynı şekilde bu da kaçlar ne çıkmış? 38.1 kilonewton çıkmış olmuş. Şimdi başka ne hesaplayacak istedik. Başka sigma t. Şimdi sigma t bulduk. Şimdi sigma 1 nasıl bulalım? Sigma 1 zaten bu efektif gerilme. Efektif gerilme şöyle yapayım. Efektif gerilme eşit toplam gerilme eksi O. O zaman öncelikle ne yapayım? Öncelikle O bulmam lazım. O nasıl bulalım? Hemen O bulayalım arkadaşlar. O eşit gamma su çarpı yüksekliği. Gamma su eşit 9.81 çarpı yüksekliği. Yüksekliği yani direkt şöyle yapayım. Buradan buraya kadar K noktasındaki basıncı su boşluğu basıncı bulalım. Yani buradan buraya kadar yüksekliği kaç? Burada 1 zaten. Burada 4. Değil mi? Burada 1 metre, 4 metre, 6 metre. Burada 6 metre olur. 6. Demek ki burada ne olacak? 9.81 çarpı 6 eşittir 58 nokta, burada eşit 58.86 kilopascal. Evet. Donc là, on a kilopascal. Donc là, s'il était question de déterminer la pression directement au point K. Voilà comment je fais. Donc je calcule la tension directement donc de là jusqu'au point K en faisant la somme de chaque tension ici. Et pour déterminer la pression capillaire, ok, donc je fais quoi? À partir de la surface de l'eau, donc je fais la hauteur de la surface de l'eau jusqu'au point K et fois quoi? Fois la densité de l'eau qui est de 9,81 kN sur mètre cube. Donc ça va donner 58. Et c'est ce que nous avons trouvé ici. On avait trouvé ici combien? 58,86. C'est cette pression qu'on a trouvée ici. Donc ça, ici alors on peut dire que U est égal à 58,86 kPa. Ok, voici notre pression. Maintenant, après cela, on peut venir déterminer alors sigma prime qui sur égal à sigma qui égale à combien? Qui égale à 38,1 moins 58,86. Alors, moins, donc c'est 38,1. Alors, ceci va donner moins 20,71. Donc, du coup, ici, la tension effective sur égale à 20, combien? 76. Ok, 76 kPa. Ça, c'est notre tension effective. Et je crois que c'est la même tension que nous avons trouvée ici de moins 20,76 que nous avons encore trouvé ici, pardon, de moins 20,76. Alors, notre vidéo s'arrête par là. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.